Salut mes chers amis, j'adore savoir d'où vous me regardez. Dites-moi aussi quel temps il fait chez vous. Le brouillard s'accrochait aux pierres du château d'Hervilliers comme une moisissure grise. Novembre 1899 avait déposé sur la Dordogne un linceul d'humidité froide. Dans les villages alentours, on murmurait que c'était le château lui-même qui exhalait cette brume. Un souffle putride venu des entrailles de la demeure maudite. Les paysans évitaient de lever les yeux vers la colline. Les femmes se signaient en passant. Les enfants apprenaient à ne jamais s'aventurer dans les bois qui entourèrent le domaine, ces forêts de chênes tordus où même les oiseaux ne chantaient plus. On racontait que les d'Hervilliers étaient arrivés au XVe siècle avec une fortune inexplicable. En une génération, ils avaient construit ce château imposant et établi leur domination sur toute la vallée. Leur vin était réputé le meilleur du Périgord, sombre, épais, avec un arrière-goût métallique que certains trouvaient enivrant et d'autres inquiétant. Mais surtout, on racontait que les femmes d'Hervilliers ne vivaient jamais longtemps, qu'elles disparaissaient mystérieusement ou mouraient dans des accidents étranges, toujours avant leur 30e année. Margot Fabre découvrit le dossier un mardi matin pluvieux. L'archiviste départemental de Périgueux, 28 ans, classait des documents du 19e siècle quand une boîte métallique glissa d'une étagère supérieure, s'écrasant sur le sol dans un bruit métallique qui résonna dans le silence poussiéreux des archives. La boîte n'était pas répertoriée dans l'inventaire, pas de numéro de référence, juste un seau de cire rouge brisé et une inscription délavée « Affaire d'Hervilliers, classification perpétuelle, ne pas ouvrir avant 2050 ». Margot hésita. Les protocoles étaient clairs concernant les documents scellés, mais quelque chose dans cette boîte l'appelait. Une curiosité qui allait au-delà du professionnel, qui touchait quelque chose de plus profond, de plus personnel. Elle glissa le coupe-papier sous le couvercle rouillé. Le métal grinça, résista, puis céda dans un soupir qui sembla venir de très loin. À l'intérieur, des lettres jaunies attachées par un ruban noir. Des photographies sépia qui dégageaient une odeur de moisi et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, de pourri. Et un carnet relié de cuir noir, si vieux que la couverture se craquelait au toucher. Les initiales AD étaient gravées dans le cuir. Elle ouvrit la première page. Une odeur de terre humide s'échappa du livre, si forte qu'elle dut reculer. L'écriture était fine, élégante, féminine, mais tremblante par endroits. Si vous lisez ces mots, c'est que j'ai échoué, ou que le temps a fait son œuvre et que personne ne se souvient plus de ce qu'il faut craindre. Je m'appelle Amélie d'Hervilliers, dernière de ma lignée, et voici ce que j'ai appris. On ne tue pas ce qui n'a jamais vraiment vécu. On ne peut que l'emprisonner à nouveau. Margot sentit un frisson glacé parcourir sa nuque. Elle continua de lire, absorbée, fascinée et horrifiée. Le journal décrivait tout, la créature souterraine avec son réseau de racines, le pacte scellé 4 siècles plus tôt, le banquet maudit de la Toussaint 1899, la descente dans la cave, le combat avec l'entité. Mais c'était la dernière entrée, datée du 15 novembre 1899, qui la glaça vraiment. Je pensais l'avoir tuée, j'avais tort. Le couteau n'a fait que la disperser, briser son ancrage principal. Mais ses racines sont profondes, trop profondes. Le père Augustin m'a révélé une vérité terrible. La créature se régénère, lentement, sur des décennies, des siècles peut-être, mais elle se régénère. Elle dort maintenant, fragmentée, affaiblie. Mais elle n'est pas morte. Elle ne peut pas mourir. Elle est trop ancienne, trop profondément enracinée dans la terre elle-même. Elle se réveillera. Pas dans ma vie, peut-être pas dans celle de mes petits-enfants, mais elle se réveillera. Et quand elle le fera, elle cherchera une nouvelle lignée. Un nouveau pacte. La dernière ligne était écrite en lettres tremblantes. 125 ans. C'est le cycle. Si vous lisez ceci en 2024, il est peut-être déjà trop tard. Margot referma le journal, le cœur battant. Elle alluma son ordinateur et chercha des informations sur le château d'Hervilliers. Les résultats furent maigres, quelques mentions dans des registres fonciers, une note sur l'effondrement inexpliqué de novembre 1899. Et puis, un article récent. Son sang se glaça en lisant le titre « Début des travaux pour l'hôtel spa de luxe Château d'Hervilliers Renaissance. Ouverture prévue pour l'été 2025. Faire revivre. » Le choix des mots lui donna la chair de poule. Elle fouilla dans le dossier et trouva une photographie. Un daguerréotype ancien montrant le château avant sa chute. Au premier plan,
Une jeune femme vêtue de noir, le regard fixant l'objectif avec une intensité troublante. Au dos, une inscription « Amélie, dernier portrait ». 30 octobre 1899. Son téléphone vibra. Un message de Clara, journaliste au Sud-Ouest. « Margot, ils ont trouvé un truc bizarre sur le chantier d'Hervilliers. Des ossements, beaucoup d'ossements, et une dalle gravée de symboles que personne ne peut identifier. Tu veux venir demain ?» Margot regarda le journal, puis la photo, puis son téléphone. Elle tapa sa réponse. « J'arrive demain à 8 heures, et j'apporte des documents qui changent tout. » Cette nuit-là, Margot ne put dormir. Elle avait ramené le journal chez elle, une violation du règlement. Mais elle ne pouvait pas s'en séparer. Elle le relisait encore et encore. Les dates, le cycle. 125 ans exactement. 1899 plus 125, 2024. Elle ouvrit le journal à la dernière page. Quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué. Une phrase ajoutée dans une écriture différente, plus récente. PS. Si vous portez le nom de Fabre, si vous êtes archiviste, si vous lisez ceci exactement 125 ans après. Ce n'est pas un hasard. Elle vous a appelé. Le sang de Margot se glaça. Fabre, son nom. Écrit il y a plus d'un siècle dans un journal qui n'était pas censé être ouvert avant 2050. Le passé, novembre 1889. Amélie d'Hervilliers se tenait devant le miroir vénitien de sa chambre. À 23 ans, l'héritière possédait cette beauté froide des saintes peintes sur les retables, peau diaphane, lèvres pâles, cheveux noirs qui cascadaient jusqu'à sa taille. Mais ses yeux avaient quelque chose d'autre, quelque chose qui faisait baisser le regard aux domestiques. Elle portait ce soir-là une robe de velours noir brodée de motifs qui ressemblaient à des racines entrelacées, un cadeau de sa mère, morte 7 ans auparavant, dans des circonstances que personne n'évoquait jamais. « Mademoiselle, votre père vous demande au salon. » La voix de Thérèse, la gouvernante, tremblait toujours légèrement. La vieille femme avait servi la famille pendant 40 ans, avait vu 3 générations naître et mourir. Ses mains se tordaient nerveusement sur son tablier blanc, et Amélie remarqua qu'elle portait une croix en argent autour du cou. Une nouveauté. En descendant le grand escalier, Amélie passa devant la galerie des portraits. Tous ces visages de d'Hervilliers la regardaient, hommes austères et femmes, toujours des femmes jeunes et belles, toutes mortes avant d'atteindre la 30e année. Sa mère, Mathilde, au teint de cire, sa grand-mère, Élisabeth, aux yeux vides, et derrière chacune d'elles, comme un détail que l'artiste n'aurait pas dû inclure, une ombre floue qui ressemblait presque à une femme, mais qui n'en était pas tout à fait une. Le comte Édouard d'Hervilliers l'attendait dans le grand salon, assis près de la cheminée, son visage émacié, creusé par des années de mélancolie, se tournait vers le feu. Il avait 58 ans, mais en paraissait 20 de plus. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus entièrement blancs après la mort de sa femme. À ses côtés, le docteur Lucien Valombre, l'ami de la famille, le confident. Grand et sec comme un cyprès de cimetière, il portait toujours des vêtements noirs impeccables et des gants de cuir même à l'intérieur. Ses yeux gris pâles ne sciaient presque jamais. « Ma chère enfant », commença le comte d'une voix éteinte, « le moment est venu. » Amélie s'approcha de la fenêtre et regarda la nuit engloutir les vignobles. La lune était cachée et l'obscurité était totale. Pas une lumière dans les villages en contrebas. « Le moment de quoi, père ?» Le docteur Valombre se leva et déposa sur la table un coffret de bois noir incrusté d'ivoire jauni. Quand il l'ouvrit, une odeur de terre mouillée et de fer oxydé envahit le salon. À l'intérieur, une fiole de verre sombre contenant un liquide qui semblait bouger de lui-même, un couteau ancien à la lame gravée de symboles et un parchemin qui se désintégrait presque au toucher. « Votre mère, » murmura Valombre en sortant la fiole, « a fait un choix. Votre grand-mère avant elle, et toutes les femmes de votre lignée depuis le pacte. » « Quel pacte ?» La voix d'Amélie était étrangement calme. Une partie d'elle savait déjà. Le comte se leva et s'approcha de la fenêtre. « Le pacte qui nous a donné ces terres, cette fortune, cette survie. » Il se tourna vers elle. « Mais tout pacte a un prix. Et ce soir, ma fille, c'est toi qui dois le payer. Comme ta mère avant toi. » Valombre versa le contenu de la fiole dans un calice d'argent terni. Le liquide était épais, presque noir, et il ne reflétait pas la lumière des bougies. Il semblait absorber la lumière, créer un trou d'obscurité dans l'air même.
Buvez, mademoiselle, et vous comprendrez ce que votre famille a toujours caché. » Amélie prit le calice. Le métal était glacé, si froid qu'il brûlait presque sa paume. Ses mains ne tremblaient pas. Elle porta le métal à ses lèvres et but. Le goût était celui du cuivre, de la terre fraîchement retournée, et d'autre chose, quelque chose d'ancien, de vivant qui se tortillait sur sa langue. Elle ferma les yeux et sentit le liquide descendre dans sa gorge, glacé puis brûlant, serpentant dans ses veines comme du mercure empoisonné. Quand elle rouvrit les yeux, le monde avait changé. Les murs suintaient une humidité noire qui formait des mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle comprenait instinctivement. Les portraits des ancêtres souriaient désormais, dévoilant des dents trop nombreuses, trop pointues, et dans le miroir, elle vit son reflet. Et derrière elle, une silhouette grande, mince, avec des cheveux qui n'étaient pas des cheveux mais des racines, et des yeux qui n'étaient pas des yeux mais des trous d'obscurité pure. La silhouette souriait. « Qui est-elle » demanda Amélie, sans se retourner. Son père et le docteur échangèrent un regard lourd de siècles. « C'est celle qui vous a toutes attendues, » répondit Valombre. « Celle qui habite le château bien avant que les d'Ervilliers ne le construisent. Celle qui habitait le temple bien avant que les Romains ne viennent. Celle qui nécessite un tribut, un hôte, une prison vivante. » Le feu dans la cheminée s'éteignit d'un coup. Dans cette obscurité, Amélie entendit pour la première fois la voix. Vraiment l'entendit, comme si quelqu'un parlait directement dans son crâne. « Enfin, tu es venue, ma fille, ma sœur, mon sang. » La voix était douce, maternelle presque, mais en dessous, il y avait quelque chose d'affamé. Quelque chose qui avait attendu si longtemps qu'elle ne se souvenait plus comment être humaine. La salle à manger du château d'Ervilliers n'avait pas accueilli de convives depuis 3 ans. Mais ce soir, le 31 octobre 1899, la longue table d'ébène avait été dressée pour 12 personnes. 12 couverts d'argent noircis, 12 verres de cristal qui sonnaient comme des cloches funéraires. 12 assiettes ornées du blason des d'Ervilliers, un corbeau perché sur un calice renversé, et en dessous, une devise en latin. « Sanguis et vita ». Vita est carcère, le sang est vie, la vie est prison. Les candélabres projetaient des ombres dansantes, et l'air sentait l'encens mêlé à quelque chose de plus troublant. Les domestiques qui avaient préparé le banquet, tous nouveaux, car les anciens avaient fui, murmuraient que la viande servie ce soir avait une odeur étrange. Amélie descendit lentement l'escalier, vêtue de sa robe de velours noir. Depuis qu'elle avait bu le contenu de la fiole, 3 jours plus tôt, quelque chose en elle avait changé. Elle ne dormait plus, ou plutôt, elle dormait d'un sommeil différent, peuplé de rêves qui n'étaient pas vraiment des rêves mais des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Ses sens avaient changé. Elle entendait des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir entendre, les battements de cœur des domestiques dans l'aile opposée, le bruissement des racines sous les fondations, le murmure constant de la voix « Bientôt, bientôt, tu comprendras ». Les invités attendaient dans le salon. Des silhouettes élégantes et silencieuses, enveloppées de fourrures et de parfums lourds qui ne parvenaient pas à masquer une odeur de moisis et de cierges éteints. Ils se tenaient immobiles comme des statues, leurs regards vides fixés sur le feu. Le baron de Ribérac avec ses favoris grisonnants et son sourire carnassier. La baronne, une femme dont on disait qu'elle avait enterré 3 maris. Le notaire Delbos, petit homme aux doigts tachés de sang séché sous les ongles. Et d'autres, des visages que l'on voyait rarement en plein jour. « Mademoiselle d'Ervilliers », s'inclina le baron en lui baisant la main. Ses lèvres étaient froides comme du marbre. « Vous êtes l'image même de votre mère, à l'époque où elle était, elle aussi. Avant la transformation, ajouta la baronne avec un sourire qui révélait des dents trop blanches, avant qu'elle comprenne ce qu'elle était vraiment devenue, pauvre Mathilde. Elle a résisté jusqu'au bout. Mes chers amis, passons à table, dit le comte. La nuit est courte et notre hôtesse nous attend. Notre hôtesse. Pas Amélie. Quelqu'un, quelque chose, d'autre. Ils prirent place autour de la longue table. Une chaise restait vide, la 13e, celle qui faisait face à la porte de la cave. Et sur cette chaise vide, on avait posé un couvert, rempli un verre, comme si on attendait vraiment quelqu'un. Les domestiques apportèrent les premiers plats, des viandes saignantes, presque crues, nappées de sauce sombre qui ressemblait plus à du sang épaissi, des vins si épais qu'ils collaient aux parois des verres comme du sirop.
Vous devez vous demander, ma chère Amélie, commença le baron entre deux bouchées, le jus coulant sur son menton, pourquoi nous sommes tous ici ce soir. Nous sommes les gardiens, continua la baronne, les familles qui ont survécu parce qu'elles ont accepté le pacte. Oh, certains l'appellent malédiction, bénédiction, héritage du diable, mais c'est bien plus ancien que le christianisme, plus ancien que Rome. Le notaire vida son verre. Dans chaque génération, une fille doit être offerte. Non, pas tuée, ce serait trop simple. Elle doit accepter, devenir le réceptacle, l'hôtesse, la prison vivante qui retient ce qui ne doit jamais être libéré. L'hôtesse de quoi? Demanda Amélie. Un silence épais tomba. Les bougies vacillèrent toutes en même temps, et dans ce vacillement, Amélie crut voir les visages se transformer, les mâchoires s'allonger, les yeux s'enfoncer, la peau se tendre sur les os. Pendant une fraction de seconde, elle vit ce qu'ils étaient vraiment, des cadavres ambulants. De celle qui dort en bas, murmura son père, les larmes coulant sur ses joues. De celle qui nous a tout donné, les terres, la fortune, l'immortalité d'une certaine façon, et qui réclame son dû. Un bruit sourd résonna dans les entrailles du château. Un coup, puis un autre, comme si quelqu'un frappait contre une porte de pierre depuis l'intérieur. Le rythme était lent, patient, régulier, comme un battement de cœur. Boum, boum, boum. Les convives cessèrent de manger. Tous les regards se tournèrent vers Amélie avec une expression identique, un mélange de pitié, de soulagement et de terreur. « Il est temps », dit Valombre en se levant. « La Toussaint est le seul jour où le voile est assez fin, où elle peut traverser. » Traverser? Le cœur d'Amélie battait maintenant à un rythme étrange, comme s'il répondait au coup venu d'en bas. Le comte posa sa main tremblante sur l'épaule de sa fille. Traverser depuis le monde d'en dessous, depuis l'endroit où les Dervilliers l'ont trouvée, il y a 4 siècles. Elle nous a fait riches, puissants. Mais chaque génération, elle exige une union, un échange, une fille de notre sang contre un siècle de prospérité. Amélie se leva brusquement. « Vous êtes fous, tous !» Le baron sourit. « Votre mère a dit la même chose. Elle a résisté. Elle a tenté de s'enfuir. » On l'a retrouvée au pied de l'escalier. « Elle ne laisse jamais ses hôtesses partir, » murmura la baronne. « Quand elles essaient de fuir, elle les rappelle. Et elles tombent, car on ne peut pas s'échapper de soi-même. » Les coups redoublèrent d'intensité. Les murs tremblèrent. Des fissures apparurent dans le plâtre, laissant suinter une humidité noire qui sentait la terre et le fer. Et soudain, le silence. La porte de la cave, celle aux 7 cadenas, s'ouvrit lentement. Les cadenas tombèrent un par un sur le sol, résonnant comme des cloches d'enterrement. Une odeur s'échappa, ancienne et suffocante, l'odeur de la terre profonde, des cryptes jamais ouvertes, et une voix s'éleva, claire et terrible. « Ma fille, ma sœur, mon sang. Descends. Il est temps de prendre ta place. » Amélie se tourna vers son père une dernière fois. Si j'y vais, que vais-je devenir? Le comte détourna les yeux. Ce que toutes les femmes d'Hervilliers deviennent. La gardienne, la prison. Tu ne mourras pas, ce serait trop doux. Tu vivras pendant des décennies, peut-être des siècles. Mais tu ne seras plus toi, tu seras elle, et elle sera toi. Et si je refuse? Valombre s'approcha. Tu as déjà accepté, ma chère, quand tu as bu. Le liquide était son sang, tu portes déjà sa semence en toi. Dans quelques heures, elle aura pris racine. Lentement, comme une somnambule, Amélie s'avança vers l'ouverture béante de la cave. Les marches descendaient dans une obscurité absolue, vivante, une obscurité qui semblait avoir du poids. Elle posa le pied sur la première marche. La pierre était tiède, pulsait légèrement comme de la chair vivante. La porte se referma derrière elle, et le chant des convives devint lointain, étouffé. Dans le noir absolu, quelque chose l'attendait. Quelque chose qui souriait avec une bouche qui n'avait jamais été humaine. 4e partie. Les racines profondes. Les marches descendaient bien plus profondément que les fondations du château. Amélie compta 137 degrés avant que le sol ne devienne de la terre battue, puis de la roche, puis quelque chose d'autre, une substance visqueuse et tiède qui pulsait sous ses pieds nus. Elle ne se souvenait pas avoir ôté ses chaussures. Pourtant elle marchait pieds nus, sentant des veines battant sous ses orteils, comme si elle marchait sur la peau d'un géant endormi. Une lueur phosphorescente émanait des parois, non pas de la lumière, mais son inverse, une anti-lumière qui révélait les contours en les rendant plus obscurs. Les murs n'étaient pas en pierre taillée, mais en racines entrelacées, épaisses comme des corps humains, suintant une sève noire qui sentait le fer et le miel pourri.
Certaines racines avaient des formes troublantes, des doigts qui se tendaient, des visages qui émergèrent du bois comme des masques figés dans l'agonie. Amélie comprit avec horreur que ces racines étaient ce qui restait des hôtesses précédentes, absorbées, transformées en partie du réseau. Au centre de la salle souterraine, car c'était bien une salle immense, cathédrale de chair et de pierre, une forme reposait sur une dalle de granit couverte de symboles. Les signes semblaient avoir été brûlés dans la pierre. La forme était enveloppée de bandelettes grises qui se défaisaient lentement, révélant par endroits une chair pâle et translucide. Amélie s'approcha. Son cœur ne battait plus normalement. Il semblait répondre à un autre rythme plus lent, plus profond. Boum, pause, boum, pause. « Tu es venu !» La voix ne sortait pas de la forme allongée, mais du sol, des racines, de l'air stagnant. C'était une voix féminine très ancienne et terriblement douce, la voix d'une mère qui appelle son enfant. « Qui es-tu » Un rire résonna, semblable au bruissement de milliers de feuilles mortes. « J'ai eu tant de noms. Lilith, Hécate, la première, la refusée. Mais pour toi, je suis simplement mère. » Les bandelettes glissèrent entièrement, révélant ce qui se trouvait dessous. Ce n'était pas un cadavre. Ce n'était pas non plus vraiment vivant. Sa peau avait la pâleur du marbre mais translucide, laissant entrevoir des veines noires qui pulsaient lentement. Ses cheveux étaient des racines vivantes, innombrables, s'enfonçant dans la dalle, se connectant au réseau souterrain qui courait sous toute la région. Son corps était étrangement disproportionné, trop long, trop mince, avec des articulations qui pliaient dans des angles impossibles. Ses yeux étaient fermés, mais Amélie savait qu'elle la voyait. « Les Dervilliers m'ont trouvé ici il y a 400 ans, continua la voix, enfermé par les prêtres d'un culte oublié, des hommes qui avaient peur de ce que je représentais. Ils m'avaient banni dans la terre comme une graine morte, espérant que j'y pourrirais. » La créature bougea légèrement. « Mais les graines ne meurent jamais vraiment. Elles attendent, et quand les conditions sont bonnes, elles germent. » Amélie sentit ses jambes fléchir. Elle s'agenouilla malgré elle. « Qu'as-tu fait de lui, de mon ancêtre ?» Je lui ai donné ce qu'il désirait. Un sourire étira les lèvres pâles, un sourire qui révélait des dents parfaites, trop blanches, trop nombreuses. Arnaud d'Hervilliers, un homme pauvre, désespéré, sa famille massacrée, ses terres brûlées. Il est descendu dans ses ruines et il m'a trouvé. Et quand je lui ai offert un pacte, il a accepté. Je lui ai donné richesse, pouvoir, une lignée qui ne s'éteindrait jamais. Mais tout pouvoir a ses racines dans le sacrifice. Je lui ai demandé une chose simple. Toutes les filles de son sang deviendraient miennes. Pourquoi les filles? Les paupières de la créature s'ouvrirent enfin. Ses yeux étaient entièrement noirs, deux puits d'obscurité liquide qui semblaient s'enfoncer à l'infini. Parce que seul le sang féminin peut me lier au monde d'en haut. Seule une fille peut devenir l'ancre, le pont, la prison vivante qui me retient ici, mais qui me permet aussi de toucher le monde des vivants. Elle se leva complètement, et Amélie réalisa qu'elle était immense. Plus de 2 mètres, peut-être davantage, ses membres trop longs, ses articulations pliées dans le mauvais sens. Tu comprends, ma fille. Je ne peux pas simplement prendre un corps, je dois être invité, je dois être accepté. C'est la règle. Nous ne pouvons pas forcer, nous devons séduire, convaincre, faire en sorte que vous veniez à nous de votre plein gré. Amélie comprit soudain. Tu te nourris de nous. Non. Je deviens vous. Chaque génération, je monte un peu plus. Je m'enracine plus profondément dans votre lignée. Ta mère, elle est encore ici, tu sais. Les murs pulsèrent. Et dans les entrelacs de racines, Amélie distingua des formes, des silhouettes de femmes, absorbées, fusionnées avec le réseau végétal. Leurs bouches étaient ouvertes dans un cri silencieux. Leurs mains se tendaient vers elle. L'une d'elles avait le visage de sa mère. Mathilde, reconnaissable même avec la peau devenue écorce, les cheveux devenus racines. Ses yeux étaient ouverts, conscients, terrifiés. « Non !» Amélie recula, mais ses pieds s'enfoncèrent dans la substance gluante du sol. « Non, je refuse. Vous ne pouvez pas me forcer. »« Tu ne peux pas refuser. » La créature pencha la tête. « Le sang qui coule dans tes veines est déjà mien. Tu as bu la sève. Tu m'as invité. Maintenant, je germe en toi. » Et c'était vrai. Amélie le sentait. La chose qui grandissait en elle depuis 3 jours, qui poussait comme une plante parasite, enroulant ses vrilles autour de ses os. « Mais je suis encore moi, je pense, je ressens. » La créature posa une main sur sa joue, une main glacée, aux doigts trop nombreux, pas pour longtemps. « D'ici la prochaine lune noire, tu seras descendu ici de toi-même. Tu prendras ta place parmi tes sœurs.
Et si je détruisais tout, si je brûlais le château? Un rire terrible résonna. Tu crois que je suis dans le château? Pauvre enfant innocente, je suis le château, je suis les fondations, je suis la terre sur laquelle il repose. Elle écarta les bras. Mes racines s'étendent sous toute la Dordogne, sous les vignobles, sous les villages, sous les églises, sous les cimetières où ils enterrent leurs morts, et leurs morts me nourrissent. Chaque dervillier qui meurt me renforce, chaque goutte de vin que vous vendez porte une infime partie de moi, une spore qui germe dans l'estomac de ceux qui le boivent, qui les lie à moi. La créature se pencha. J'ai déjà gagné, ma fille. Il y a 4 siècles que j'ai gagné. Tout ceci est mon jardin, et vous n'êtes que les fruits que je cultive. Amélie tomba à genoux, écrasée par le poids de la révélation. Tout était perdu, depuis des siècles. Il n'y avait jamais eu d'échappatoire. Mais alors qu'elle baissait la tête, vaincue, ses doigts effleurèrent de quelque chose dans la terre. Un objet froid, métallique, enfoui, mais pas profondément, comme s'il avait été placé là intentionnellement. Elle l'exhuma lentement. Un vieux couteau rouillé, avec un manche gravé de symboles identiques à ceux sur la dalle. Mais pas des symboles d'invocation, des symboles de bannissement, d'exil, d'emprisonnement. « Tu l'as senti, n'est-ce pas ?» murmura Amélie en serrant le couteau. « Tu as senti que j'étais différente, que ma mère avait caché quelque chose en moi avant de... » La créature recula d'un pas, pour la première fois incertaine. « Non, c'est impossible. J'aurais vu. » Amélie se releva, le couteau brandi. La lame brillait maintenant d'une lumière propre, une lumière blanche qui faisait reculer l'obscurité, qui faisait fumer les racines. « Ma mère n'est pas morte en tentant de fuir. Elle est morte en tentant de te tuer, et elle m'a transmis le secret, dans son sang, dans ses larmes, dans ses derniers mots que personne n'a compris. » Les racines se tordirent violemment, essayant de l'attraper, mais Amélie était déjà en mouvement. Des siècles de rage féminine comprimée explosèrent en elle. Elle plongea le couteau non pas dans la créature, elle comprit que cela ne servirait à rien, mais dans la dalle de granit, là où les symboles convergeaient, là où le pacte avait été scellé. La lame s'enfonça dans la pierre comme dans du beurre. Un cri déchira le silence, un cri qui n'était pas un son mais une vibration pure, une agonie qui remontait depuis le centre de la terre. Les racines se rétractèrent violemment, se carbonisant, noircissant. Les visages pris au piège hurlèrent, non pas de douleur, mais de soulagement, de libération enfin accordée. Et la créature s'effondra, se désintégrant comme de la cendre, comme si elle n'avait jamais été qu'une illusion maintenue par le pacte, par la croyance, par 4 siècles de sang versé. « Tu ne peux pas me tuer. » La voix s'éteignait. « Je suis le sol lui-même, les racines, profondes. »« Non, » répondit Amélie, le couteau enfoncé jusqu'à la garde. « Tu es une prison. Une prison construite sur un mensonge, et je viens de briser les barreaux. » La dalle se fissura complètement. Une lumière blanche jaillit des fissures, non pas une lumière physique, mais quelque chose de plus fondamental. Et dans cette lumière, Amélie vit toutes les femmes prisonnières se dissoudre, enfin libérées, enfin autorisées à mourir vraiment. Sa mère la regarda une dernière fois. Ses lèvres bougèrent, formant des mots silencieux. « Merci. Pardonne-moi. Vis. » Puis Mathilde sourit, un vrai sourire, le premier en paix, et disparut dans la lumière. Le plafond de racines commença à s'effondrer. Amélie arracha le couteau et courut vers les escaliers. L'aube du 1er novembre 1899 se leva sur un paysage transformé. Le château d'Hervilliers n'était plus. À sa place béait un cratère immense, comme si la terre elle-même l'avait avalé. Les tours s'étaient effondrées vers l'intérieur, les murs désintégrés en nuages de poussière qui retombaient comme une neige morbide. Les vignobles alentours s'étaient flétris en quelques heures, les vignes noircies et tordues, les raisins pourris, suintant un jus épais qui ressemblait à du sang coagulé. Amélie émergea des ruines à l'aube, titubante, couverte de terre et de sang séché. Elle avait remonté les 137 marches en courant, le couteau toujours serré dans sa main, tandis que derrière elle, le réseau de racines s'effondrait dans un bruit de tonnerre souterrain. Elle avait senti le château mourir autour d'elle, senti les fondations se liquéfier, senti 4 siècles de malédiction se dénouer. Dans le grand salon, elle vit les convives du banquet dans leur état véritable. Le baron de Ribérac n'était plus qu'un squelette recouvert de lambeaux de peau parcheminés. La baronne gisait effondrée, sa robe se désintégrant. Le notaire rampait encore, son corps se désintégrant à chaque mouvement.
Le docteur Valombre était encore vivant, à peine, son corps tordu à des angles impossibles. Quand il vit Amélie, de la terreur et de l'admiration passèrent dans ses yeux. « Qu'as-tu fait ?»« J'ai brisé le pacte. La créature n'était pas indestructible. Elle était juste très ancienne et très patiente. Mais toute prison a une clé. Ma mère l'avait trouvée, et elle me l'a transmise. » Valombre toussa, crachant une bile noire. « Les vignobles, toute la fortune, tout va s'effondrer. » « Oui, le prix de la liberté. Le vrai prix. Pas celui qu'on paie avec le sang des innocents, mais celui qu'on paie avec notre confort, notre sécurité, notre richesse mal acquise. » Le corps de Valombre eut un dernier spasme, puis s'immobilisa. Son visage se décomposa rapidement. Le pacte l'avait maintenu en vie bien au-delà de son temps naturel. Maintenant, la nature réclamait son dû. Amélie trouva son père dans sa chambre, assis face à la fenêtre. Il regardait l'aube avec une expression paisible. Contrairement aux autres, il n'était pas un cadavre ambulant. Il avait simplement vieilli. « Tu l'as fait, ma fille courageuse. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Père, je suis désolé, pour la fortune, pour tout. » Il leva une main tremblante. « Non, ne t'excuse jamais. J'ai vécu dans la honte toute ma vie. J'ai laissé ta mère descendre dans ces ténèbres. Maintenant, enfin, je peux mourir propre. » « Tu vas mourir ? Le pacte me maintenait aussi, mais assez pour que je vive avec le poids de mes crimes. » Il serra sa main. « Pars, ma fille, avant que les autorités n'arrivent. Change de nom. Vis la vie que ta mère rêvait pour toi. Et toi, je resterai. Je raconterai ce qui s'est passé. Ils ne me croiront pas. Ils parleront de folie, de gaz empoisonné, mais les anciens comprendront. » Il ferma les yeux. « Va, maintenant. Je veux mourir en regardant le soleil se lever sur un monde enfin libre. » Amélie l'embrassa sur le front. Puis elle sortit, traversa le grand hall où les portraits des ancêtres étaient tombés. Elle s'arrêta devant le portrait de sa mère une dernière fois. Le tableau était intact, mais l'expression avait changé. Mathilde ne regardait plus vers le bas avec mélancolie. Elle regardait droit devant, et ses lèvres esquissaient un sourire. Dans les villages, les gens découvrirent d'autres victimes. Tous les descendants des familles liées au pacte tombèrent malades ce matin-là. Certains moururent dans leur sommeil, d'autres vieillirent de 20 ans en quelques heures. Le notaire Delbos, dans un dernier souffle, écrivit un témoignage que sa fille cacha dans les archives départementales, le scellant avec 7 cachets, que personne ne cherche à réveiller ce qui a été enterré, que le nom de Dervilliers soit effacé. Certains secrets doivent de mourir avec ceux qui les gardent. Il signa puis ajouta en latin « Si qui hoc legerit, cave, non omnia quae sepulta sunt, mortua sunt. » Si quelqu'un lit ceci, qu'il prenne garde. Tout ce qui est enterré n'est pas mort. Amélie disparut avant l'arrivée des autorités. Certains disent qu'elle partit pour Paris, changea de nom pour Marie Dubois, vécut jusqu'à un âge avancé sans jamais se marier, brisant définitivement la lignée maudite. Elle travaillait comme institutrice dans le 13e arrondissement, enseignant aux filles des quartiers pauvres. Elle ne parlait jamais de son passé. Le château fut déclaré dangereux. Les ruines furent condamnées, entourées de chaînes et de panneaux, propriété interdite, danger de mort. Mais personne n'en avait besoin. Même les enfants savaient qu'il ne fallait pas s'approcher, car parfois, les nuits sans lune, on entend encore quelque chose remuer sous les décombres. Un grattement lent, patient, comme si des racines essayaient de repousser. Les vignobles d'Hervilliers ne produisirent plus jamais de vin. La terre resta stérile pendant des décennies. Des géologues vinrent étudier le phénomène. Ils trouvèrent des anomalies, des traces de composés organiques qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Certains échantillons continuèrent à croître. Des filaments noirs apparaissaient, se tortillaient contre le verre. Les bocaux furent détruits et les rapports classifiés. Pendant un demi-siècle, personne n'osa construire sur les ruines. Le cratère se remplit d'eau de pluie, formant un étang sombre où aucun poisson ne vivait, où aucun oiseau ne venait boire. Mais récemment, très récemment, des promoteurs parisiens ont acheté le terrain. Ils parlent de construire un hôtel de luxe, un château-boutique. Ils montrent des plans, spa thermal, restaurant gastronomique, suite avec vue. Les habitants de Dordogne haussent les épaules et détournent les yeux. Ils savent, on ne construit pas sur une tombe qui n'a jamais été refermée. On ne réveille pas ce qui dort dans les profondeurs. Mais les promoteurs ne les écoutent pas. L'argent ne croit pas aux légendes.
Les travaux ont commencé en octobre 2024. Et quelque chose dans les profondeurs a commencé à se réveiller. Margot et Clara arrivèrent sur le chantier en fin d'après-midi. Le ciel de novembre était bas, gris, chargé d'une pluie qui menaçait de tomber. Les ruines se dressaient au sommet de la colline, encerclées par des clôtures orange vif. Des engins de terrassement jaune étaient garés çà et là, mais l'activité normale d'un chantier était absente. Un silence étrange pesait sur le lieu. Un périmètre de sécurité avait été établi autour d'une excavation récente. Des archéologues s'affairaient autour d'une fosse profonde où une dalle de granit avait été mise au jour. Même de loin, Margot reconnut les symboles gravés, identiques à ceux décrits dans le journal d'Amélie. « On a trouvé au moins 40 squelettes », expliqua le chef de chantier. « Tous des femmes, enterrées sans cercueil, directement dans la terre, dans des positions étranges. »« Étranges comment ?» demanda Clara. « Elles ont toutes les mains jointes sur la poitrine, comme si elles priaient ou comme si elles se tenaient quelque chose contre le cœur, quelque chose qui n'est plus là, et leurs bouches sont ouvertes. Toutes, comme si elles avaient crié au moment de la mort. » Margot s'approcha du bord de la fosse. La dalle était immense, au moins 5 mètres de diamètre. Les symboles formaient des spirales convergeant vers le centre, où une fissure béante révélait une obscurité profonde qui semblait absorber la lumière. « Qu'est-ce qu'il y a en dessous ?» Le chef de chantier haussa les épaules. « On ne sait pas. On a envoyé une caméra endoscopique hier soir, mais l'image se brouillait. Interférence électromagnétique. On n'a vu que des ombres, des formes qui bougeaient, probablement des racines, de la terre qui s'effondre. On descendra demain avec une équipe complète. » Margot sortit le journal d'Amélie et le tendit au chef. « Lisez ça, s'il vous plaît, avant de descendre là-dessous. » L'homme prit le carnet, feuilleta quelques pages, puis éclata d'un rire nerveux. « Une histoire de fantôme, sérieusement ? Écoutez, mademoiselle, on est en 2024. On a des protocoles, des équipements. » Un cri l'interrompit. Un ouvrier reculait précipitamment, le visage blême. « Il y a quelque chose qui bouge. Là en dessous, je le jure, quelque chose qui rampe. » Tout le monde se figea. Dans le silence tendu, on entendit effectivement un bruit, un grattement lent, régulier, méthodique, comme des ongles sur la pierre, venant de la fissure dans la dalle. Le son montait, descendait, semblait se rapprocher puis s'éloigner. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le bruit cessa. « Le terrain est instable, » dit le chef d'une voix beaucoup moins assurée. « Des effondrements souterrains, des poches d'air. C'est normal. » Mais personne ne semblait convaincu. Les ouvriers échangeaient des regards inquiets. Certains se signaient discrètement. La nuit tombait rapidement. Les ouvriers commencèrent à ranger leur matériel avec hâte, pressés de partir avant l'obscurité. Margot remarqua qu'aucun ne s'approchait trop près de la fosse, marchant en large cercle, comme si un instinct primaire les en empêchait. « On revient demain ?» demanda Clara, son enthousiasme notablement refroidi. Margot hocha la tête, mais elle savait qu'elle ne partirait pas. Pas encore. Quelque chose dans cette fosse l'appelait, une curiosité qui allait au-delà du rationnel. Elle attendit que les ouvriers soient montés dans leur camionnette, que les phares disparaissent dans la brume, que le silence retombe. Alors elle sortit sa lampe torche et s'approcha du bord de la fosse. « Qu'est-ce que tu fais ?» Clara la retint par le bras. « Le couteau », murmura Margot comme en transe. « Amélie a dit qu'elle l'avait caché au pied de la dalle. Si cette chose se réveille vraiment, nous aurons besoin de cette arme. Tu es folle. C'est une légende. » « Peut-être. Mais si ce n'en est pas une, si tout était vrai, tu as entendu le bruit, tu as vu la peur dans les yeux de ces hommes, ce n'est pas normal. » Clara hésita, puis soupira. « D'accord, mais je descends avec toi. Si on meurt, au moins on mourra ensemble, en faisant quelque chose d'incroyablement stupide. » Elles attachèrent une corde à l'un des engins et descendirent. L'air changeait à mesure qu'elles descendaient, devenant plus chaud, plus humide, chargé de cette odeur de terre et de fer, l'odeur de la créature. La dalle luisait faiblement, émettant une phosphorescence verdâtre qui n'avait rien de naturel. Les symboles semblaient bouger quand on ne les regardait pas directement. Margot chercha le long des bords, fouillant entre les racines, et il y avait tant de racines, épaisses et noires, pulsant faiblement comme des veines, et elle le trouva. Exactement là où Amélie l'avait décrit, enveloppé de tissu noir décomposé et de chaînes d'argent noircies, le couteau reposait dans un creux. La lame était intacte malgré les décennies, gravée de symboles inversés. Le manche était glacé au toucher.
Quand Margot le saisit, une décharge électrique remonta le long de son bras. Des images la submergèrent, des visages de femmes, des cris résonnant à travers le temps, des racines s'enroulant autour de corps suppliants. Et puis une vision claire, Amélie, debout exactement où elle se tenait, enfonçant le couteau dans la dalle. Et la voix d'Amélie, « Tu es venue, je savais que tu viendrais, tu es celle que j'ai attendue, celle qui terminera ce que j'ai commencé. » Margot tituba. Clara la rattrapa. « Margot, ça va? J'ai vu. Elle est toujours là, en dessous, elle attend, et elle sait que nous sommes ici. » Un bruit résonna alors, d'abord faible, puis de plus en plus fort, un rire. Doux, féminin, ancien, terrible dans sa douceur. Le rire d'une mère qui retrouve sa fille. Le rire d'une araignée qui sent une proie toucher sa toile. Les deux femmes levèrent les yeux vers la fissure. Quelque chose brillait dans l'obscurité. Deux points lumineux qui pulsaient. Des yeux entièrement noirs. Et une voix s'éleva, non pas de la fissure, mais de partout à la fois. Margot Fabre, descendante de Marie Peyrat, qui fut jadis Marie d'Hervilliers, sœur cadette d'Arnaud, celui qui m'a trouvé. Tu portes mon sang aussi, dilué après tant de générations, mais tu le portes quand même. Je t'ai appelé. Et tu es venu. Comme je savais que tu viendrais. Montez, hurla Margot en poussant Clara vers la corde, le couteau serré si fort que ses jointures blanchissaient. Montez maintenant. Elles grimpèrent frénétiquement, les mains écorchées. Derrière elles, le rire s'amplifiait. Les racines le long des parois se mirent à bouger, à s'étirer vers elles comme des tentacules affamés. Une racine accrocha la cheville de Clara. Elle hurla, donna des coups de pied. La racine se resserra. Margot se laissa glisser, trancha la racine avec le couteau. La lame passa à travers comme à travers du beurre, et la racine se rétracta en sifflant, fumant là où elle avait été coupée. Elles émergèrent, coururent vers la voiture. Clara conduisait comme une folle, dévalant la route qui descendait de la colline. Ce n'est que lorsqu'elles furent dans la vallée, les lumières du village en vue, qu'elles osèrent enfin respirer. Clara tremblait si fort qu'elle dut s'arrêter. Qu'est-ce que c'était? Margot serra le couteau contre sa poitrine. La preuve qu'Amélie avait raison. Elle n'est pas morte. Elle ne fait que dormir, et nous venons de la réveiller. Elle regarda dans le rétroviseur. Sur la colline, les ruines se découpaient dans le ciel nocturne. Et quelque part là-haut, dans les profondeurs de la terre, quelque chose s'éveillait lentement, méthodiquement, patiemment. Le cycle recommençait. Mais cette fois, Margot avait l'arme. Elle avait le journal. Elle avait les connaissances qu'Amélie avait laissées. Et surtout, elle avait un choix qu'Amélie n'avait pas eu. Prévenir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Ou découvrir, comme toutes les d'Hervilliers avant elle, que certains secrets sont des prisons dont personne ne peut s'échapper. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. 3 mots seulement. Bienvenue à la maison. Margot écrasa la pédale de frein. Elle regarda le message, puis le couteau, puis son reflet dans le rétroviseur. Et pour la première fois, une question terrible s'imposa. Et si la créature ne cherchait pas n'importe quel hôte? Et si elle attendait, elle, précisément? Et si toute sa vie n'avait été qu'une longue marche vers l'inévitable? Et si elle n'avait jamais eu le choix? Dans le rétroviseur, elle croisa son propre regard, ses yeux marrons, familiers. Et pendant une fraction de seconde, juste une fraction, elle les vit virer au noir, entièrement noir, sans iris ni blanc. Juste une fraction de seconde, mais c'était déjà trop tard. Le chantier fut abandonné 3 jours plus tard. Les ouvriers refusèrent de revenir. Les promoteurs se retirèrent. Le site fut à nouveau condamné. Margot Fabre disparut 1 semaine après sa descente dans la fosse. Clara fut la dernière à la voir. Elle raconta aux autorités que Margot était devenue étrange, distante, obsédée par le journal, dormant à peine, parlant toute seule dans une langue inconnue. La dernière fois que je l'ai vue, elle regardait par la fenêtre en direction de la colline. Et elle a dit « Elle a raison. On ne peut pas la tuer. On peut seulement devenir son gardien. Quelqu'un doit garder les portes fermées. Même si cela signifie s'y enfermer soi-même. » Puis elle a pris ce vieux couteau et elle est partie. La police fouilla l'appartement. Ils trouvèrent le journal ouvert à la dernière page. Quelqu'un y avait ajouté une nouvelle entrée, d'une écriture tremblante. « Le pacte ne peut être brisé, seulement transmis. Je comprends maintenant ce qu'Amélie a compris. Elle ne m'a pas laissé le couteau pour tuer la créature. Elle me l'a laissé pour devenir la prochaine prison, la prochaine ancre, la prochaine gardienne. Quelqu'un doit descendre dans les profondeurs.
Quelqu'un doit accepter de devenir le sceau vivant qui la maintient endormie. Je choisis de descendre. C'est le poids de savoir. C'est le prix de la mémoire. Ne me cherchez pas, ne rouvrez jamais ce dossier. Laissez le passé dormir. Laissez-moi accomplir ce que je dois accomplir. Et si dans 125 ans, quelqu'un d'autre lit ces mots, sachez que je suis toujours en bas, attendant, gardant, devenant lentement ce que je combats, car c'est le seul moyen. On ne tue pas un Dieu ancien, on devient sa prison. La dernière ligne était presque illisible. Margot Fabre, 2024-2149, gardienne, prisonnière, sacrifice volontaire. Que Dieu ait pitié de mon âme, si j'en ai encore une. Les archives classèrent le dossier. Classification perpétuelle. Ne pas ouvrir avant 2150. Mais nous savons tous que les secrets enterrés finissent toujours par refaire surface. Parfois, les nuits de nouvelle lune, les habitants voient une lumière sur la colline. Une silhouette qui marche entre les ruines, portant quelque chose qui brille, un couteau, disent certains. Les plus vieux racontent que c'est Margot Fabre, devenue gardienne malgré elle, qui veille à ce que la créature ne s'échappe jamais. Ils disent qu'elle descend chaque nuit dans les profondeurs, plante le couteau dans la dalle, récite les mots de bannissement, puis remonte avant l'aube. Mais ils disent aussi qu'avec chaque descente, elle perd un peu plus de son humanité, que ses yeux deviennent plus noirs, que sa peau devient plus pâle, que ses cheveux commencent à ressembler à des racines. Qu'un jour bientôt peut-être, elle ne remontera plus. Elle restera en bas, et elle deviendra ce qu'elle combat, car c'est toujours ainsi que cela se termine. Les gardiens deviennent les geôliers deviennent les prisonniers, et les prisonniers deviennent la prison elle-même. En 2025, 6 mois après la disparition de Margot, des randonneurs s'aventurèrent jusqu'aux ruines. Un seul revint. Il raconta une histoire confuse qui lui valut une hospitalisation psychiatrique. Il parlait d'une femme en robe noire qui les avait accueillis près de la fosse. Une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux noirs qui souriait trop largement. Elle leur avait proposé de leur montrer ce qui dort en dessous. Elle leur avait dit qu'elle s'appelait Margot, ou Amélie, ou peut-être autre chose. Ses compagnons étaient descendus avec elle. Lui avait refusé, terrifié par quelque chose dans son sourire. Il les avait attendus toute la nuit. Ils ne sont jamais remontés. Quand les gendarmes fouillèrent la zone, ils ne trouvèrent aucune trace. Juste la fosse ouverte, béante, et 3 téléphones portables près de la dalle. Leurs écrans affichaient tous le même message, envoyé à 3h33. « Nous sommes à la maison. C'est magnifique ici en bas. Vous devriez venir, elle nous attend tous. » Les téléphones furent détruits. Le rapport conclut à une fugue collective. Mais les habitants savent, ils ont toujours su. 125 ans, c'est long. Mais pas assez pour oublier. Jamais assez pour oublier, car en 2149, quelqu'un trouvera ce dossier, quelqu'un dont le nom sera déjà écrit dans un journal qui existe depuis des siècles, quelqu'un qui croira faire un choix. Et le cycle continuera, encore, et encore, et encore. Car certaines histoires ne finissent jamais. Elles ne font qu'attendre leur prochain chapitre, leur prochaine victime qui se croit héroïne, leur prochaine gardienne qui deviendra prisonnière. Fin.